Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui quelques jours après le précédent podcast qui était consacré aux Jeux Olympiques. Là, cette fois-ci, on va se consacrer au Tour d'Espagne, la Vuelta qui démarre dès ce week-end, dès ce samedi de Burgos. On va donc regarder le parcours un petit peu, le parcours assez typique de la Vuelta, mais on va revenir dessus. On va parler bien évidemment des favoris, des principaux favoris, et on dira un mot également sur nos coureurs français, ce que l'on peut attendre d'eux, ce que l'on peut les voir faire, les espérer faire. Et pour cela, je suis avec trois de nos spécialistes du groupe Eto. On reprend la même équipe que lors du précédent podcast. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut, bonsoir à tous, ça fait plaisir d'être présent pour ce podcast sur une petite coursette de 3 semaines qui sert de préparation au Grand Prix de Fourmi. Quel enthousiasme pour la Vuelta, je te remercie Geoffrey. On est aussi avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bon, est-ce que tu as un peu plus d'enthousiasme que Geoffrey pour la Vuelta ? Ouais, je suis très hypé pour la course aux victoires d'étape, plus que pour le général. C'est un peu tout le temps cette saison, non ? C'est le général, on s'en fout, mais victoire d'étape, ça peut être sympa. On a au moins quelqu'un qui est un peu intéressé pour cette Vuelta. Et on finit avec Johan. Salut Johan. Salut. Non, mais je regarderai. Donc on va présenter le parcours, les favoris, les Français. Attention au départ, Chafatate, c'est parti. Alors pour commencer, un petit mot sur le parcours. Déjà, bon, le parcours, on a souvent tendance à dire que la Vuelta c'est assez caractéristique avec des étapes difficiles qui se terminent tout au sommet. Cette année, c'est bien le cas, hein. On est sur un parcours traditionnel de la Vuelta. Le problème, c'est même pas des étapes difficiles qui se terminent par un sommet, c'est ça manque d'étapes difficiles tout court aussi souvent, hein. Il n'y a pas rarement de vraies étapes de montagne et la difficulté finale est très marquée par rapport aux difficultés intermédiaires. Donc c'est un peu l'équilibrage qui toi te gêne. Bah, après c'est voulu, hein. Enfin, ils en sont fiers. Non, mais c'est comme ça qu'ils veulent se démarquer aussi du Tour Italie et du Tour de France. Une espèce de festival international de la course de côte, comme disent certains. Donc oui, ça fait plein de moments un petit peu forts où il y a des attaques, où il y a des gros pourcentages, où ça fait des belles images, mais c'est sûr que la construction de parcours est jamais idéale. C'est pas forcément ce qui est recherché non plus. Après, cette année, c'est pas enfin, il y a eu pire. Bah, c'est ça, il y a au moins l'arrivée au sommet d'une étape folle en haut d'un chemin de chèvre qui a été goudronné, on ne sait pas trop comment, avec de la place pour 2 véhicules et il y a les coureurs qui vont y arriver un pas, on ne sait pas trop comment. Elle n'est pas à la veille de l'arrivée au moins cette année, donc on aura de quoi voir des choses intéressantes. C'est la 18e étape, l'étape qui se termine au sommet du Gamoni Taïrou. C'est ça. Qui présente des pourcentages fous, une route pas large. C'est un sommet qui mène à rien, mais ça va être l'étape reine de la Vuelta. Et après, on a une étape de plaine qui, bon, peut-être soit juste pour les baroudeurs, soit ça peut être l'étape de la Vuelta qui ressemble à rien, telle celle qui avait roulé à 52 de moyenne il y a quelques années. Ensuite, l'étape 20, ça aurait peut-être gagné à être un peu long pour jouer sur la fatigue. Ça fait que 200 km entre guillemets, mais avec beaucoup de petits cols, ça peut être original. Donc au moins il y a cet effort de ne pas avoir mis la montée la plus difficile à la veille de Madrid, j'allais dire, à la veille de l'arrivée, puisque ce sera Saint-Jacques-de-Compostelle cette année. Tout à fait, comme en 2014, c'est la dernière fois que la Vuelta s'était terminée hors de Madrid. Louis, toi le parcours de la Vuelta, bon, il est pas mal critiqué parce qu'il est très atypique. Est-ce que peut-être c'est un mal pour un bien d'avoir un parcours qui soit aussi caractéristique et aussi différent des autres ? Oui, forcément, c'est bien d'avoir un petit peu de changement. Voilà, la Vuelta est catégorisée comme la fameuse course avec les répètes-chauds à la fin. Enfin, plus que des répètes-chauds, c'est des murs où en fait c'est plat avant et puis c'est des murs à la fin. Là, on a un petit peu de changement, mais bon, on reste quand même dans cet esprit Vuelta.
Le changement pour moi majeur, c'est quand même de retrouver un chrono en dernière étape. Alors, je crois pas que ce soit arrivé récemment. Enfin, moi, en tout cas, ça me dit rien. Bah, la Euh, dernière fois, ça remonte justement à 2014, même si pour le ouais, coup, voilà. 2014, ça finissait par un chrono de moins de 10 km. Ah, c'est Mm. ça, ils avaient mis le prologue le dernier jour. Donc en termes d'intérêt, c'était pas top. Voilà, là, on est quand même sur un chrono de 33 km à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et justement, ce chrono, quel rôle il peut jouer dans l'ensemble de la course? Est-ce que ça peut vraiment jouer un rôle déjà, justement? Oui, alors oui, bah, forcément, si voilà, on prend l'exemple d'un Primoz Roglic qui est censé être un bon rouleur, bon, on a vu que sur les chronos de fin de tour, c'était pas toujours à sa réussite. Bah, ça peut inciter des grimpeurs à vouloir prendre de l'avance sur Roglic, ou même Egan Bernal qui est un bon rouleur, voilà, il faut prendre de l'avance sur eux, quoi. Mais bon, après, voilà, ça c'est les jambes qui parlent plus qu'autre chose. Johan Geoffrey, par rapport à ce contre-la-montre final, qui sera le seul après le prologue contre-la-montre inaugural d'Hamburgos. Bah, au moins, oui, il a une, il a une plus longue distance que ce qui a été fait. 34 km, c'est pas énorme. Ça reste plus que les 2 chronos du Tour, mais on est sur une Vuelta qui cumule pas 3500 km comme les autres grands tours. J'ai pas en tête le kilométrage total pour l'année à venir, mais en général, on tourne autour de 3200 sur la Vuelta, donc c'est avec des étapes qui permettent pas de prendre 5 minutes d'avance a priori c'est moins gênant d'avoir un chrono plus court à l'arrivée, mais sauf étape folle auquel je crois pas, mais auquel la Vuelta peut quand même en sortir une sans qu'on s'y attende. J'ai l'impression que le chrono final c'est aussi voulu pour être peut-être un écho comment dire, à la dernière victoire de Rominger, parce qu'il me semble que ça met en avant comment dire, un parcours qui est identique à un Tout à fait. chrono qui avait été gagné par un tour de Rominger, et c'était peut-être le dernier qu'il avait gagné, et ça avait été le premier en gagner 3 d'affilée. Alors je sais pas s'ils veulent faire un écho aux 3 tours gagnés par Roglic, si jamais Roglic est en situation de gagner un 3e. Après, justement, je vois sur le commentaire de Fernando Escartine sur le site officiel de la course qui insiste sur le fait que ce contre-la-montre, il est similaire à celui de l'étape finale de la Vuelta 93. Ah non. Vuelta 93 qui avait été remportée par Tony Rominger, en effet. Ok, donc j'ai été trop loin dans l'idée, parce que c'est 94 la dernière Vuelta gagnée par Rominger. Mais... Alors que ça aurait pu être pour Pogacar, hein, le 3e grand tour gagné par Pogacar. Hein. C'est pas pour Roglic. Hein. Mais Pogacar qui ne sera pas là, en tout cas sur cette Vuelta. Il laisse un peu des chances aux autres. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous marque, que vous trouvez intéressant sur ce parcours dans dans la même idée, sur le parcours, la dernière étape de la dernière semaine, avant le repos, c'est une vraie étape qui ressemble à quelque chose où ça finit plus ou moins au sommet, mais les gros cols sont avant les derniers cols qui sont plus faciles. L'étape avec le Puerto de Mirajes. Oui, Ouais. tout à fait. Voilà, l'étape 15 qui se termine à El Barraco. Typiquement, c'est le genre d'étape qui aurait été sympa la veille de Madrid. Enfin, là, c'est en fin de 2e semaine. Il y aura déjà quelques petits trucs qui auraient été faits. C'est au lendemain d'une grosse course de côte, pardon, au Pico Velurquez. Donc, c'est un enchaînement qui est intéressant. Après, ces cols sont peut-être trop roulants à ce stade de la course pour la Vuelta, tout ça, mais c'est quand même une étape sympa, quoi. Donc, il y a quand même des petits trucs comme ça de temps en temps. Faudra les voir. Il y a l'étape, justement, la veille, là, où il y a un mur qui sur une route qui n'est pas asphaltée, qui est juste des plaques de béton, où tu fais 3 km, où c'est à 15%, mais là, ils ont décidé de le mettre en milieu d'étape. Donc, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a une équipe qui va oser faire quelque chose dedans ou pas? Il y avait peut-être pas assez de place pour arriver au sommet ce coup-ci. Non, la Volta, ils trouvent toujours de la place. Bon, du coup, le parcours assez traditionnel de la Vuelta avec beaucoup d'arrivées au sommet. On va passer aux favoris. Geoffrey, pour commencer, qui vois-tu remporter cette Vuelta, ce Tour d'Espagne 2021? Au début, sans trop y réfléchir, je me disais Egan Bernal pour faire le doublé de Giro Volta. Mais après, quand je regarde l'effectif Jumbo-Visma, Primoz Roglic qui est quand même devenu le spécialiste de la Volta et même des courses en Espagne, hein, avec le Pays Basque
qu'il a gagné. Il y a vraiment du beau monde à côté. Il y a peut-être un côté revanche du Tour de France, même si au final Vingegaard y a été, mais pour Roglic et les Néerlandais et Kuss autour de lui, on a un gros groupe qui peut performer sur la Volta, sur des montées, et sur le chrono final qui avantage peut-être plus Roglic que Bernal, même si Bernal est un bon rouleur. Roglic a quand même montré aux Jeux Olympiques de Tokyo qu'il était très fort, que vraiment son échec sur le Tour de France, c'est plus dû à la chute qu'à, je veux dire, état physique. La chute, ça a endommagé son état physique, mais je veux dire, sa forme reste là. On l'a vu, hein, puisqu'il a quand même été champion olympique du contre-la-montre Primoz Roglic, donc il a les jambes, en effet. Ah, c'est ça, s'il a su battre Filippo Ganna dans un contre-la-montre, c'est qu'on est en forme. Louis, de ton côté, qui est ton favori pour cette Vuelta? Alors pour moi, ça sera Egan Bernal. Voilà, je pense qu'au niveau de la fraîcheur, il a un petit avantage sur notamment ceux qui ont couru le Tour de France et les Jeux Olympiques. Il a l'armada Ineos pour rivaliser avec l'équipe Jumbo-Visma. Bon, quand on aligne quand même Carapaz, Sivakov et Adam Yates en montagne, ça va faire très mal. Présence également du champion olympique de VTT Thomas Pidcock ou de Dylan Van Baarle, qui est également un équipier très très utile à Bernal. Voilà, pour moi, il a l'équipe, il aura la forme, la préparation. Et il l'a fait essentiellement du coup sur le Tour de Burgos qui vient de se terminer, où il est tombé sur la première ou deuxième étape, et donc ça s'est ressenti sur l'étape remportée par Bardet. Mais je retiens surtout donc la dernière étape où il termine quatrième à Lagunas de Neila. Donc il a fait son premier Giro, il l'a remporté, et je pense que ça va être la même pour sa première Vuelta. Et on finit notre tour de table avec Johan. Donc on a eu Primoz Roglic, on a eu Egan Bernal. Est-ce que tu vas nous sortir un autre nom? Moi, je vais rejoindre Geoffrey. Pour moi, la Vuelta, c'est le grand tour qui est taillé pour Roglic, qui est taillé pour ses capacités de un peu de grappeur, puncher, plus à l'aise sur des efforts et très haute intensité. Je vois pas trop de raisons qu'il aille pas gagner la course s'il est en parfait état de forme. Et globalement, les Jeux Olympiques ont plutôt rassuré là-dessus. Donc, Bernal, je trouve que pour le coup, il est vraiment pas rassurant sur son Tour de Burgos. Au-delà de monter en puissance, c'est pas le Dauphiné avant le Tour de France. Il n'y a pas le temps de multiplier sa forme. Donc, ça veut dire qu'il sera peut-être très fort sur la fin de Vuelta, mais faudra aller chercher le temps perdu aussi. La chute a pu perturber sa préparation, la chute justement sur la première étape de ce Tour de Burgos? Oui, ou peut-être que non. J'en sais rien. C'est toujours compliqué de savoir si les coureurs ne vont pas dire directement la chute m'a bloqué, comme on a entendu Romain Bardet dire que la chute l'avait bloqué sur la dernière étape, quoi. Louis, quand même, pour défendre Egan Bernal, parce qu'on a deux votants pour Primoz Roglic contre Egan Bernal. Ce Tour de Burgos, il n'a pas été inquiétant pour toi, véritablement, pour le Colombien? C'est jamais bon de tomber, on est tous d'accord là-dessus. Il y a jamais de bonne chute. Voilà, moi, je connais pas non plus les effets qu'ont eu cette chute, mais bon, voilà, quand je regarde, il termine 13e de l'étape remportée par Bardet, et au final, il termine 4e de la dernière étape. Donc, il y a une petite évolution. Ça reste une course de préparation. Même si on a moins de temps contre le Dauphiné et le Tour, comme il l'a dit, voilà, je pense qu'il arrivera dans la forme optimale. Et voilà, la dernière semaine de la Vuelta est toujours la plus importante. Et je pense qu'il sera au point pour aller déloger Roglic et compagnie. Et le parcours est pas à son désavantage non plus? Non, clairement, non. Voilà, Egan Bernal, on sait, c'est un coureur de 3 semaines. Le chrono à la fin, ça lui fera pas peur, même si en soi, Roglic a montré sur les Jeux Olympiques toutes les qualités de rouleur qu'il avait. Voilà, l'étape de l'Alto del Gamoni-Teru, avec une longue ascension avec des grosses pentes. Voilà, ça l'avantage totalement par rapport à un Roglic, et je pense que c'est sur cette étape qu'il voudra faire la différence. Et après, Johan, Geoffrey, je vous pose la question, puisque Louis part sur Egan Bernal. Chez Ineos, est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre qu'Egan Bernal qui s'emparerait du leadership? Parce qu'on a Richard Carapaz, on a Adam Yates, il y a du beau monde quand même autour. Ouais, mais à ce compte-là, chez Jumbo-Visma, il pourrait pourquoi pas mettre un Sepp Kuss ou un Steven Kruijswijk leader. Donc, c'est deux équipes qui ont un gros collectif, mais qui ont a priori un leader bien désigné. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la Bahreïn Merida, qui balance 5 leaders, mais on ne sait pas vraiment pour qui ça va rouler au départ. On aura envie de dire Mikel Landa, mais
On sait pas en fait qui Bah, va être déjà, si vraiment leader de cette on. équipe-là. Parce que vu l'étape de la dernière étape sur le Tour de Burgos de l'équipe Bahreïn, personne s'attend. Donc, s'ils font ça sur la Vuelta, ça va être rigolo. Bah, c'est ça quoi, Bahreïn c'est un peu dans l'esprit Movistar quoi. Ils ont plein de mecs qui pourraient faire sur le podium, mais au final, on se dit que stratégiquement, ça risque de peut-être pas être ça. Ça peut être ironiquement rigolo, mais alors que chez d'autres armadas comme Ineos et Jumbo, moi, il y a un grand leader qui est désigné et a priori, il n'y aura pas de problème pour que les autres roulent pour lui. Parce qu'après, ouais, si Chineos, on peut se demander si. Moi, à la limite, je partirais plus sur un Sivakov, s'il fallait une heure de rechange. Adam Yates, enfin, globalement, c'est pas un mec très fiable et Carapaz, il a quand même fait beaucoup d'efforts depuis le Tour de France. Et puis il a gagné les JO, donc il a déjà sa grande victoire de la saison, et donc à mon avis, ça ne le dérangera pas de se sacrifier pour Bernal s'il faut. Surtout qu'il a eu le podium sur le Tour en plus. Et Pavel Sivakov qui a fait justement 4ème du Tour de Burgos la semaine dernière, donc c'est un coureur qui pour le coup est en forme lui aussi. Contrairement à Egan Bernal, il n'a pas chuté puisqu'il était à l'avant quand Bernal a chuté. Mais dans l'ensemble, à vous écouter, on se dirige tout simplement vers un duel Jumbo contre Ineos, Roglic contre Bah, Bernal. Déjà, c'est la Vuelta, donc enfin, il n'y aura pas trop de gestion tactique à avoir par rapport à ça. Tu te mets dans les roues, si t'es plus fort, tu pars devant. Enfin, c'est pas très compliqué non plus. Donc après, peut-être qu'il y a un mec qui sera plus fort que eux deux. Peut-être qu'il y a un mec de Bahreïn qui sera plus fort. Peut-être qu'il va y avoir un Jacquet qui sera super fort. Peut-être qu'il va y avoir un Hug Carty qui va être surpuissant et surprendre tout le monde. Je sais pas après. Bah, c'est ça, ouais, il y a des mecs comme Vlasov, comme Hugh Carty qui vont peut-être se montrer performants et qui vont être dans le coup et qui vont être sur le podium à l'arrivée et éventuellement intercalés entre les deux. La Vuelta, c'est ça aussi, c'est les mecs qu'on n'attendait pas nécessairement qui se retrouvent à être sur le podium et à jouer et à rivaliser avec les autres pour se lancer après ou qu'on revoit pas du tout. Depuis toujours, presque la Vuelta, il y a eu des mecs comme ça qui se retrouvent à jouer la gagne. Ils l'ont pas, mais qui ont, de par le placement en plus en fin de saison, comme c'est le cas depuis quelques années, la gestion de forme de la saison qui a une importance particulière dans l'effort, plus le facteur chaleur où on annonce des températures énormes dans les 3 semaines de course, ça sera un facteur important sur la résistance des organismes durant les 3 semaines. Louis, de ton côté, est-ce que tu penses qu'on peut avoir autre chose qu'un duel Roglic-Bernal? Alors, c'est les deux grosses têtes d'affiche. Après, voilà, on a parlé du collectif Bahrain Victorious. On va également surveiller, surtout sur leur terre, le collectif Movistar, toujours prêt pour nous réaliser pour nous faire rire des masterclass tactiques. Ouais, Voilà. faut bien remplir la série Avec- Netflix. Hein. Exactement, voilà. Bon, ils alignent quand même une bonne équipe en montagne, voilà, avec le trio Lopez, Mas, Valverde, et puis des bons coureurs pour les épauler, voilà, des coureurs comme Roras, des habitués de la Vuelta, Oliveira pour les vite sur les profils plus roulants. Et puis voilà, j'aimerais bien suivre le petit Johan Jacobs, le petit Suisse qui pourrait être une petite révélation sur cette Vuelta. Mais pour revenir sur Bahrain Victorious, on a Mikel Landa qui est annoncé après sa chute sur le Tour d'Italie qui a brisé ses espoirs. Est-ce que Mikel Landa peut aller gagner cette Vuelta ou même ne serait-ce que faire podium? Parce que Mikel Landa, déjà la Vuelta, ça fait un moment qu'il n'y a plus participé. Dernière fois qu'il a couru la Vuelta, c'était en 2015. En plus, il vient tout juste de gagner pour la première fois depuis 2 ans puisqu'il a remporté le Tour de Burgos. Est-ce que ça peut être vraiment un prétendant à la victoire, Mikel Landa? Bah, ça peut être un mec qui va être près de la victoire, mais c'est toujours un mec qui est près de la victoire. Le truc, c'est au point où il en est dans sa carrière, on est plus à se demander qu'est-ce qui va lui arriver cette fois-ci et lequel de ses équipiers va peut-être le faire perdre, quoi, parce que ça n'a pas été des génies tactiques cette année, les Bahrain Victorious. En quelque sorte, t'as confiance en ses jambes, mais pas confiance en le fait qu'il puisse aller jusqu'au bout à 100%. Bah, typiquement, s'il y a un événement relativement aléatoire qui arrive et soit spectaculaire, soit ridicule, entre Mikel Landa et Miguel Ángel Lopez, il y a match. Et les deux sont dans les équipes Bahreïn et Movistar, quoi. C'en est presque beau. Johan, Mikel Landa, qu'est-ce que tu le vois faire sur cette Vuelta?
Après, tu as dit qu'il a gagné le Tour de Burgos, mais il a quand même été plutôt dominé sur les 2 arrivées au sommet sur le Tour de Burgos. Donc il arrive en forme, mais on ne sait pas si vraiment il va arriver avec des jambes de feu qui vont lui permettre d'exister face aux autres grimpeurs, comme il semble y avoir d'ailleurs sur le Giro. Je pense que le plus gros regret qu'il pourra avoir cette saison, c'est quand même le Giro. Mais je sais pas, on va voir. Peut-être que Mikel Landa aura l'avantage du coup d'avoir une grosse équipe et comme ça, quoi, offensif, peut-être tenter des coups et lancer des grandes offensives. Et peut-être s'il peut gagner, c'était plus par là que en dominant tout le monde à la pédale. Mais Et Louis, déjà, est-ce que Mikel Landa, tu penses que ça va être le plus fort chez Bahreïn ou pas? Déjà, parce que ça peut être la première question. Alors, pas forcément. Enfin, je sais pas trop. C'est dur de se prononcer là-dessus. Voilà, Jack Egg, il a manqué une belle occasion de briller sur le Tour de France. Voilà, moi, je suis quand même curieux de voir ce qu'il aurait pu faire et je pense qu'il va se servir de la Vuelta pour se rattraper et montrer tout son talent. On n'est pas à l'abri de retrouver un Padoun aussi fort qu'au Dauphiné ou un Wood Poels qu'on a déjà vu très très brillant sur la Vuelta. Voilà, souvent, notamment à l'époque de l'équipe Sky. Franchement, non, je sais, là-dessus, je sais pas trop me décider qui sera l'homme fort de chez Bahreïn. Sans oublier Caruso non plus, qui a fait podium Ouais, tout à sur fait. le Giro. pour le coup, Caruso, je pense que vraiment il est pour cent dans l'esprit d'être être coéquipier là. Mais Qu'est-ce qui serait le plus intéressant à jouer pour enfin, comme stratégie à mettre en place, comme leadership à désigner pour l'équipe Bahreïn Victorious? est-ce qu'il y a besoin de faire une stratégie? Je veux dire, tu attends les premières arrivées au sommet, tu vois qui est devant et puis tu t'organises par rapport à ça. Je suis pas sûr qu'il y ait besoin d'une stratégie particulière. Je trouve que enfin, à partir du moment où ils n'arrivent pas en tant que favoris, je trouve que c'est quand même aussi intéressant, c'est de garder, je sais pas, genre tu gardes Landa, Egg et puis peut-être Padoun, essayer de les garder placés au général pour essayer après de faire des coups. Donc je suis pas Surtout sûr qu'il y ait qu'il besoin forcément de désigner quelqu'un en particulier. y a un prologue pour commencer, enfin un chrono relativement court mais avec une petite bosse. 2 jours après, il y a une première arrivée au sommet. Si jamais ils veulent à tout prix viser le classement général avec un coureur, il ne sera pas trop tard d'en désigner un après 3 étapes. Maintenant, est-ce que le reste de l'équipe va vraiment suivre ces directives-là? Est-ce que collectivement ils vont avoir cet objectif-là? Ça peut, comme ça peut être spectaculaire dans tous les sens du terme. Et justement, collectivement, est-ce que ça peut être un collectif qui peut venir bousculer les Ineos, les Jumbo Visma? Est-ce que la Vuelta est aussi le grand tour qui se prête à ce qu'il y ait le plus de coups collectifs qui soient joués? Il y a ce point-là aussi. Il y a certaines arrivées où le collectif va être important parce qu'il faut, je veux dire, un mec qui se met minable pendant 2,5 km, puis un autre mec qui se met minable pendant 2,5 km, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Il y a au final relativement peu d'étapes où ce truc-là pourrait servir. Il y a éventuellement les 2 étapes du week-end avant l'arrivée, et il y a l'étape à la veille du chrono de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans lesquelles il y aurait peut-être des trucs qui pourraient être faits. Mais pour le coup, l'équipe Bahreïn, c'est peut-être justement pas forcément la meilleure équipe pour tenter des coups sur la Vuelta. Parce qu'il n'y a pas de vraie étape de montagne. On aurait des grosses étapes de montagne, comme on a sur le Tour de France, sur le Tour d'Italie. On pourrait tenter, ok, on va attaquer à 2 cols de l'arrivée, et puis après on va avoir les relais pour rouler dans les cols, tout ça. Sur la Vuelta, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'avoir des gros gaziers qui sont capables de tout faire claquer dans une étape de baroudeur un peu en force. Et l'équipe Bahreïn n'a pas forcément un effectif qui est marqué pour ça. Donc, je sais pas si c'est eux les plus capables de faire des coups intéressants. Typiquement, Mohoric aurait été utile sur la Vuelta. Et après, par rapport aux autres outsiders, les autres coureurs qui peuvent prétendre au classement général, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs en particulier que vous attendez, que vous allez suivre avec attention? Romain Bardet. Qu'est-ce qu'il peut faire, Romain Bardet, justement? On va Je gagner, sais on pas. attend que ça. Hein, c'est bon. Ouais. Gagner, c'est-à-dire une étape ou le classement général? Parce qu'il a dit un petit peu qu'il venait sur la Volta pour les étapes, mais... Ouais, moi, je l'attends pas forcément voilà, pour le général. Alors, je pense qu'il va quand même faire la première semaine à fond. Hein. Je suis pas sûr qu'il se relève sur la première semaine. Et voilà, il va quand même, je pense, se juger sur les premières arrivées au sommet. Et puis, bah, je pense que s'il voit qu'il est dans la course et au niveau des Bernal, Roglic et Landa et compagnie, il va continuer pour le général. Hein, faut pas se leurrer.
Bardet reste un coureur de classement général avant tout. Johan, tu t'attends un quad de la part de Romain Bardet? Bah, je pense que quand lui il disait qu'il venait pour les étapes, je pense qu'il était sincère. Il a dit dans des interviews que la Vuelta pour lui c'était un peu bizarre et que ça montait vraiment à des vitesses un peu folles et que ce genre de course. Mais quand tu vois les jambes qu'il a au Picon Blanco sur le Tour de Burgos, enfin, il y a quand même pour un cours de son standing, ce serait quand même très bizarre qu'il vienne pas pour jouer le général. Après, il y a toujours la question de est-ce qu'il s'est remis de sa chute, est-ce qu'il sera en forme pour ça, mais s'il est parfaitement opérationnel, pour moi, il faut pas qu'il joue les étapes. Il faut qu'il joue les étapes en étant dans le peloton avec les leaders. Et si ça tombe, quoi. Mais pour moi, il n'y a pas Romain Bardet qui doit jouer les étapes comme un vulgaire Bocomelema, quoi. Ouais, puis il a l'avantage aussi de. Bah, c'est peut-être pour être un peu plus tranquille dans l'approche de la Volta où il dit non, j'y vais juste pour gagner des étapes. Le chrono inaugural, il va perdre du temps de toute façon. Et il y aura le premier test après 3 jours. Et à partir de là, est-ce qu'il y aura quelque chose qui sera constructible pour le classement général ou pas? Si c'est déjà plié, c'est-à-dire s'il est à 2 minutes à ce moment-là de Roglic, Bernal et les autres, oui, là il pourra se relever tranquillement sur quelques étapes et en cibler d'autres et aller en gagner. Mais sinon, effectivement, je le vois pas de lui-même, sans temps perdu réel, se relever et se dire non, je vais juste aller chercher des étapes. Enfin, intrinsèquement, il a de quoi aller chercher au moins un top 5. Maintenant, est-ce qu'il saura le faire? Ça dépend de beaucoup de choses. D'ailleurs, Geoffrey, tu parlais du premier test au bout de 3 jours de course. Ça sera le Picon Blanco qui était déjà sur le Tour de Burgos à la 3e étape que Romain Bardet a remporté la semaine dernière en chutant dans la descente, ce qui a probablement causé son mal de dos. Louis, si Romain Bardet est à 100% de ses capacités, puisque c'est pas non plus exclu qu'il ait toujours ce mal de dos au départ de la Vuelta, si Bardet est à 100% de ses capacités, il peut viser quoi? Podium, top 5, comme disait Geoffrey? Le top 5 en se laissant des possibilités de podium. Voilà, bon, on parle de Bernal Roglic, il y a une 3e place derrière, et encore, il peut pourquoi pas aller titiller les deux devant. Hein. Franchement, faut pas écarter ça. Romain, on connaît tout le talent qu'il a. Un grand Romain Bardet est capable de tellement beaucoup de choses. Il l'a dit, les premiers mois, voilà, faut pas se fier forcément à son Giro. Il l'a dit, les premiers mois, c'était de l'adaptation. Là, on a vu la démonstration qu'il a réalisée dans le Picon Bianco. C'était quand même, moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu Bardet comme ça lâcher tout le monde à la pédale. Enfin, je sais même pas si on l'a déjà vu quelque part. Bah, plus ou moins, tu as l'arrivée à Péragude et puis Mais c'était une arrivée sèche. Là, puis tu avais le Dauphiné où il lâche tout le monde dans la Madeleine pour aller rejoindre Pinot. Voilà, en 2016. Mais là, on est quand même sur une. Ouais, mais je trouve que c'est encore un cas de figure encore différent où tous les mecs qui vont se présenter au départ de la Volta sont du coup en préparation. C'est encore un cas de figure différent pour moi de Péragude où c'était une arrivée sèche. Le Dauphiné, ça restait encore un autre cas de figure. Non, pour moi, Bardet, là, ce qu'il a fait là, moi, je l'ai jamais vu le faire sur un cas de figure comme celui-ci. Et Johan, pour finir sur Romain Bardet, quel objectif, qu'est-ce qu'il peut atteindre en étant à 100% de ses capacités? Bah, je pense qu'il peut faire podium. Hein. Il y a pas de. Si vraiment il est à son top, qu'il tape un petit peu ses records de puissance, la course, elle va être ouverte pour lui. En plus, je sais pas si la météo va retourner vers des pics de chaleur ou on va continuer à avoir un peu de la pluie, mais s'il peut pleuvoir un petit peu en plus, ça peut être pas mal pour lui. Donc, Podium derrière Bernal Roglic ou peut-être en se mêlant au milieu? C'est dur de savoir si Bernal et Roglic seront sur le podium en fait. Donc, Roglic, à la limite, j'ai pas forcément. Enfin, je suis plus certain que Bernal, mais c'est pas dit qu'on ait aucun des deux sur le podium non plus. Ça reste la Vuelta, comme vous l'avez dit. On peut s'attendre à tout. Pour finir, sur les prétendants en général, on a encore pas mal d'outsiders qu'on n'a pas vraiment évoqués. On a les Movistar, bien sûr, avec Enric Mas, Miguel Ángel López et Alejandro Valverde. Puis on a des coureurs comme Alexander Vlasov, Rigoberto Urán, Hugh Carty. Parmi ces coureurs, pour le coup, c'est vraiment un cran en dessous. Il y a peu de chances de les voir se battre pour le podium, pour la victoire. Il peut y en avoir un qui soit pas l'un du podium selon les circonstances de course, mais sinon après il faut bien remplir le top 10 et c'est des coureurs qu'on verra, je pense,
soit certains on les verra à leur niveau et ça remplira le fond de top 10, soit ils disparaîtront vite des radars et dans 3 semaines on aura oublié qu'ils étaient sur la liste de départ. Moi, je me méfierais quand même assez fort du Carty, quoi, qui a déjà fait un podium de la Vuelta l'année dernière, qui arrive en forme, qui n'a pas fait grand-chose pour l'instant cette saison, donc il n'a pas non plus donc son pic de forme, a priori, c'est peut-être plutôt pour maintenant. Enfin, moi, c'est le mec qui me ferait peur, typiquement, si j'étais les autres favoris. Tu penses qu'il peut refaire une Vuelta comme l'année dernière? Mais oui, je pense qu'il peut refaire comme l'année dernière. De toute façon, il n'y a pas trop de raisons, surtout qu'il n'a pas l'air d'arriver non plus en surforme dès le début. Et du coup, peut-être pour durer aussi jusqu'au bout. Donc. Et Hugh Carty, pour finir, hein, qui a remporté l'étape de Lagunas de Leila, la dernière étape du Tour de Burgos, même s'il avait fini très loin sur l'étape du Picon Blanco, ce qui explique qu'il termine seulement à la 41e place du classement général. Même il a fait une échappée sur le plat, ça l'a débloqué. Après, ça allait mieux. On a parlé de Romain Bardet, on va continuer sur nos coureurs français, déjà par rapport au classement général, aux grimpeurs. Le deuxième, peut-être prétendant au général, ça serait Guillaume Martin, à moins qu'il se destine pour des étapes, mais déjà Guillaume Martin, plutôt étape ou plutôt général? Bien pour les étapes. Hein. Ouais, mais vu le bonhomme, ça va être les deux. Comme le Tour de France. Hein. Oui, mais ça va faire un peu comme les dernières, il va quand même être un peu cramé et puis ça va être un peu trop juste. Mais... Ouais, mais lui ou certains de chez AG2R, ça peut être des bons candidats au classement des grimpeurs. Oui, parce que pour AG2R, on a par exemple Geoffrey Bouchard ou Clément Champoussin qui seront alignés. Moi, je parierais plus sur un top 10 de Bouchard au général, typiquement, par exemple, qui me surprendrait moins que Guillaume Martin. Ouais. Pas forcément que à la pédale, aussi avec un peu des échappées, mais moi, c'est le genre de performance, je pense, qui est possible côté français. Parce que finalement, Geoffrey Bouchard, il a encore assez peu de références en classement général pour le moment. Bah, il voulait le faire sur le Giro, mais du coup, il s'est foiré, il a gagné le meilleur grimpeur. C'est bien de se foirer comme ça. Mais là, apparemment, il a de bonnes jambes, il était très bien, pareil, au Picon Blanco, c'est à voir, quoi. Il finit justement 9e du classement général du Tour de Burgos, où il était parmi les premiers au sommet du Picon Blanco, et il s'était fait reprendre dans la descente notamment. Donc, il est le deuxième fort du Picon Blanco, hein, tout simplement, hein, parce que c'est lui qui mène le groupe de chasse avec Nieve. D'ailleurs, Nieve qui était très très bon sur cette étape. Mais Bouchard était très impressionnant dans le Picon Blanco. Hein. Donc une petite pièce sur un Geoffrey Bouchard dans le top 10, c'est possible? Oui, pourquoi pas. Avec, on surveillera également Champoussin, qui a soif d'apprentissage, je pense, et qui voudra faire mieux que l'an passé, et qui n'avait pas pu malheureusement s'exprimer sur le Giro, où il était malade, si je ne me trompe pas. Et là, je pense qu'on peut avoir aussi une bonne surprise avec Champoussin, qui montait en puissance sur le Tour de l'Ain. Donc voilà, c'est un coureur français à suivre, Clément. Et toi justement, Louis, Guillaume Martin, qu'est-ce que tu attends de lui? J'espère qu'il va aller la claquer enfin, cette victoire d'étape. Je pense qu'il attend que ça, Guillaume, enfin un succès en World Tour. Voilà, je pense que ça peut être le bon moment. Profiter d'une échappée où le niveau en montagne ne sera pas forcément exceptionnel par rapport à l'an passé, peut-être. Et puis voilà, qu'il aille scorer et qu'il offre une belle victoire à l'équipe Cofidis. Et après, si on regarde les autres principaux coureurs français qui sont alignés, pour l'instant, on n'a pas, à l'heure à laquelle on enregistre ce podcast, on n'a pas encore la totalité des équipes annoncées, mais on a les principaux coureurs. Et du côté français, on a un Arnaud Démare qui vient sur cette Vuelta pour la première fois, d'ailleurs il me semble, Arnaud Démare, après son abandon sur le Tour de France. Dans la hiérarchie des sprinteurs sur cette Vuelta, en face il y aura Jasper Philipsen, Jon Astori, Michael Matthews, Jordi Meus, Matteo Trentin ou encore Fabio Jakobsen. Est-ce que Tim Merlier est prévu du coup? Non, justement, Tim Merlier n'est pas prévu. Ça sera Jasper Philipsen et Sacha Modolo chez Alpecin. Arnaud Démare, donc je vous ai cité les principaux concurrents qu'il aura sur le sprint. On peut peut-être ajouter un Clément Venturini côté français, mais Arnaud Démare, dans ce plateau de sprinter, où est-ce qu'il se situe? Dans les tout meilleurs. Donc c'est-à-dire, s'il ne remporte pas d'étape, ça sera un échec pour toi? On se disait déjà ça avant le Tour de France et il n'en a pas gagné. Donc là, ce coup-ci, s'il en gagne pas encore une fois, là, ce sera un gros raté. Maintenant, le plateau des sprinters est pas énorme. Il y a
Il y a un peu plus d'étapes pour sprinters que d'habitude sur la Vuelta. Il y a certaines étapes qui sont vendues pour sprinters, mais qui ont quand même une petite bosse. Je sais plus c'est laquelle, c'est vendu comme étape pour sprinter, mais ça finit par 1 km à 5-6%. Est-ce que ça te gêne ça justement? Et, C'est pas si mal pour lui non plus, hein, bah la justement, configuration de ouais, Vuelta. ça pourrait être utile. Ces dernières années, il était systématiquement fort en cette période d'août, début septembre, hein. L'année dernière, c'était un calendrier particulier, mais il a enchaîné les victoires. Euh, il y a eu les fois où il gagne le Tour du Poitou-Charentes en gagnant toutes les étapes, même les contre-la-montre. C'est pas face au même plateau, mais quand dans une course par étape, on remporte tout, même celles qui sont pas spécialement dans sa spécialité, c'est qu'on est en bonne forme. C'est un coureur qui brille toujours à ce moment-là de l'année. En un certain sens, il peut bénéficier d'une absence de fatigue du Tour de France, puisqu'il en a fait qu'une semaine. J'espère qu'il va gagner, et qu'il va gagner plusieurs fois même. Et s'il n'en gagne pas une, ce serait vraiment une très grande déception. Mais c'est possible qu'il fasse un peu le Giro de l'an dernier sur cette Vuelta du coup. Il n'a pas la même préparation, hein, du coup, parce qu'il n'a pas couru depuis le Tour. Non, mais il n'y a pas le même plateau, de sprinter Voilà. sur la Vuelta. Le classement par points sur la Vuelta est relativement ouvert. Donc. Le fait de ne pas avoir couru depuis le Tour de France, ça changera pas grand-chose pour vous? Mais c'est pas il y a si longtemps. Enfin, c'est pas la Vuelta, t'arrives pas dans une configuration comme le Tour de France. C'est pas grave d'arriver sans courir avant sur la Vuelta de toute façon. Donc, je pense pas que ça va être un problème particulier. En tout cas, après des étapes pour sprinter, il y en a, on va dire 6, 7. Je vois l'étape auquel tu pensais, Geoffrey, hein, c'est la 4e étape qui arrive à Molina d'Aragon avec un dernier kilomètre qui a l'air faux plat montant, une petite Bon faux montée, plat. pas mal. En tout cas, ça se voit sur le profil, donc c'est pas rien quand même, je pense. Donc il y a de quoi aller chercher des victoires d'étape probablement. Après, c'est la Vuelta, le maillot vert, ça risque d'être compliqué. Pourquoi compliqué? Enfin, c'est compliqué si Par rapport au les barème, je grains- veux dire, de la Vuelta. Ouais, mais t'auras toujours quelques arrivées en haute montagne où les baroudeurs vont aborder la montée finale avec 17 minutes d'avance sur le peloton qui aura voulu en mettre une dans les 130 bornes de plat sous 40 degrés qui mènent à l'arrivée et où les baroudeurs vont prendre beaucoup de points. Donc ça me surprendrait pas de le voir quand même jouer le classement des grimpeurs. On a des mecs comme Degenkolb qui ont suremporté le classement par points, si je dis pas de bêtises. Bah, justement, c'est le dernier vrai sprinter en 2014, justement, dernière fois que c'était arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Sinon, il y avait eu Fabio Fellini en 2016. Sinon, avant, il faut vraiment remonter à Mark Cavendish en 2010. Et au passage, petite correction, le barème du classement par points de la Vuelta a changé cette année. Il sera plus proche de ce qu'on a sur le Tour de France ou le Tour d'Italie, par exemple. Les années précédentes, toutes les étapes donnaient 25 points au vainqueur. Cette année, on va avoir 50 points au vainqueur d'une étape de plaine contre 20 voire 30 points au vainqueur d'une étape de montagne, ce qui va donc donner davantage de chance à un sprinter comme Arnaud Démare, bien évidemment, de pouvoir remporter ce maillot vert. Pour finir, les autres coureurs français qui sont prévus alignés sur cette Vuelta, pêle-mêle, on a Kenny Elissonde, Florian Sénéchal, Rudy Mollard. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de particulier de leur part? Kenny Elissonde, il peut aller gagner. Quand j'évoquais les étapes qui se terminent sur une montée très difficile et où les baroudeurs l'abordent avec un quart d'heure d'avance, Kenny Elissonde, il peut aller peut-être chercher une étape comme ça. Sénéchal, ce serait plus une échappée dans une étape plus ouverte. Les deux peuvent aller gagner quelque chose, mais enfin les deux, s'ils ressortent sans victoire d'étape, on leur en voudra pas non plus. Pour Sénéchal, il y a aussi une question d'aller faire des kilomètres et de monter en forme pour le Paris-Roubaix. Championnat du monde. Peut-être les mondiaux aussi, ça dépendra déjà s'il est sélectionné ou pas, mais ça pourrait, en tout cas, avec un circuit, on va dire, difficile et un peu pour Flandrien qui ressemble un peu à la Flèche Brabançonne, ça peut être pas mal pour lui. Ouais, ça m'étonnerait quand même qu'il ne soit pas sélectionné pour les mondiaux, hein. Et d'ailleurs, s'il n'est pas le seul des Flandriens à venir sur la Vuelta, voilà, il y a Seb Van Mark également qui est prévu pour l'équipe Israël. Après, je regarde, mais bon, pour l'instant, je vois que lui. Mais voilà, je pense que voilà,
La Vuelta sert beaucoup d'une bonne course de préparation pour les mondiaux, et là, ça peut être le cas pour les Flandriens. Et puis cette année, la Vuelta qui peut servir aussi de préparation foncière pour Paris-Roubaix, c'est pas souvent que ça arrive. C'est rare, donc, donc je pense que Geoffrey, si tu suis particulièrement la Vuelta, ça ne sera pas par hasard cette année. Ah bah, je pourrais la suivre en entier, ça se termine une semaine avant le Grand Prix de Fourmies. D'habitude, il y a toujours un week-end où je ne peux pas suivre la Vuelta. Là, c'est pas le cas cette année. Alors, est-ce que le vainqueur du Grand Prix de Fourmies sortira de la Vuelta? Ah, le doublé Vuelta, Grand Prix de Fourmies. Est-ce qu'il a été fait déjà? C'est quelle année qu'Eddy Merckx gagne la Vuelta? Ouais, c'est justement en 73, Ocaña gagne le Tour et c'est la seule année où il va faire la Vuelta et en fin de saison, il remporte le Grand Prix de Fourmies. Eh ben très bien, comme ça, petite info pour finir. Voilà, Parfait. la stat qui sert à rien, ma spécialité. Bah, il en faut toujours une, il n'y a pas de souci. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive à la fin de ce podcast de présentation de la Vuelta. On a parlé du parcours, des favoris. Les favoris, je vous les rappelle, pour Geoffrey et Johan, c'est Primoz Roglic, et pour Louis, c'est Egan Bernal. On suivra également, bien sûr, Romain Bardet, qui, pour vous, messieurs, peut faire un top 5, voire un podium. On a également Arnaud Démare qui sera à la bagarre pour les sprints, aller chercher plusieurs étapes, et qui sait peut-être le maillot vert, le classement par points. Tout ça, c'est pour la Vuelta qu'on vous fera suivre bien évidemment sur notre compte Twitter, @legroupeeto, avec des live tweets de l'ensemble de la course, de toutes les étapes. Et en tout cas, pour ce podcast, c'est fini. Merci beaucoup, Johan, Geoffrey et Louis, d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui pour cette présentation de la Vuelta. Pour le prochain épisode de Chasse Patate, on se donne rendez-vous pendant la Vuelta, justement pour un épisode intermédiaire. Et en attendant, d'ici là, vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.